Mes parents m'ont envoyé un SMS, nous avons vendu la maison pour payer les dettes de ta sœur. Nous emménageons demain. J'ai répondu, moi aussi, j'ai vendu la mienne, et j'ai réservé un vol aller simple pour la côte. 15 minutes plus tard, ma sœur a appelé en hurlant. Le texto est arrivé à 20h47, un mardi soir. Je terminais de dîner, mon téléphone posé face contre le comptoir de la cuisine, car j'essayais de savourer un repas sans vérifier mes messages toutes les 5 minutes. Quand j'ai enfin regardé l'écran, il y avait 3 messages de ma mère. Ton père et moi devons te parler de quelque chose d'important. Nous avons dû prendre une décision difficile. Nous avons vendu la maison pour payer les dettes de Madison. Nous emménageons chez toi demain. Nous serons là à midi. J'ai lu les messages 3 fois. Mon cerveau refusait de traiter ces mots, dans un ordre qui aurait le moindre sens. Ils avaient vendu leur maison pour régler les dettes de ma sœur, et ils s'installaient chez moi le lendemain, sans même me le demander. Pas de « pouvons-nous rester avec toi quelque temps ?» ou « serais-tu prête à nous aider durant cette période difficile ?» Rien qu'une simple déclaration de fait, brutale, envoyée par SMS, avec un délai de prévenance inférieur à celui qu'on donnerait pour un déjeuner. J'ai regardé autour de moi, dans ma petite maison de 2 chambres, celle que j'avais achetée 18 mois plus tôt, après des années d'économie, de budget strict et de sacrifice. C'était le premier endroit qui m'appartenait vraiment, le sanctuaire que j'avais créé, spécifiquement, pour avoir un espace loin de ma famille chaotique et de leurs exigences constantes. Et ils s'attendaient à débarquer demain. Mes doigts ont bougé, avant même que mon cerveau ne comprenne pleinement la situation, en tapant une réponse qui semblait provenir d'une autre personne, moi aussi, j'ai vendu la mienne. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à chercher des vols. J'ai trouvé un vol de nuit pour Portland, dans l'Oregon, partant à 23h30. Je l'ai réservé. Un billet aller simple, sans date de retour. Puis, j'ai commencé à faire mes valises. La partie logique de mon cerveau hurlait que c'était de la folie, que je ne pouvais pas simplement abandonner ma maison, mon travail, et toute ma vie, à cause d'un texto. Mais une part de moi, plus profonde et primitive, savait que c'était la seule issue. Si mes parents apparaissaient le lendemain et me trouvaient ici, je ne serais jamais libre. Ils me feraient culpabiliser, pour me forcer à les héberger temporairement, ce qui deviendrait très vite permanent. Madison suivrait peu de temps après, avec ses créanciers et son chaos habituel. Ma maison deviendrait leur maison, et je serais piégé, dans la même dysfonction familiale que j'avais passé toute ma vie d'adulte à fuir. J'ai donc fait 2 valises de vêtements, pris mon ordinateur portable, mes documents importants, et les albums photos auxquels je tenais vraiment. Tout le reste pouvait rester, ou je m'en occuperai plus tard. Je trouverai une solution, une fois que j'aurai pris de la distance et retrouvé ma lucidité. Mon téléphone a sonné à 21h02. Madison. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, mais elle a immédiatement rappelé. Puis encore une fois, et au 4e appel, j'ai décroché, « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as vendu ta maison » ?» La voix de Madison était si forte, que j'ai dû éloigner l'appareil de mon oreille. Exactement ce que j'ai dit. Je l'ai vendue. Tu mens. Tu ne peux pas vendre une maison aussi vite. Tu fais juste un drame, parce que tu es en colère que papa et maman viennent vivre chez toi. Je ne fais pas de drame. Je l'ai vendue il y a 3 semaines. La transaction a été conclue hier, et les acheteurs prennent possession des lieux vendredi. C'était un mensonge. Je n'avais pas vendu la propriété, mais Madison n'avait pas besoin de le savoir. Ce qu'elle devait savoir, en revanche, c'est que son plan et je n'avais aucun doute sur le fait que tout ceci était son idée, et non celle de nos parents avait échoué il y a 3 semaines. Pourquoi aurais-tu vendu ta maison, il y a 3 semaines? Parce que je déménage dans l'Oregon. On m'a offert un travail, avec un meilleur salaire, et de meilleures opportunités. Je prévois cela depuis des mois. Encore un mensonge, mais maintenant, cela sortait avec une facilité déconcertante. Parfois, la meilleure défense contre le tumulte familial, c'est de construire un mur de friction qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Tu n'as jamais rien dit, concernant un déménagement dans l'Oregon. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous nous parlons à peine. Madison, je ne te dois aucune mise à jour sur mes projets de vie. Mais, où sont censés aller papa et maman? Ont-ils vendu leur maison, sur la base de ta promesse de les accueillir? Je ne leur ai jamais rien promis. Ils m'ont envoyé un SMS, à 20h47 ce soir,
m'informant qu'ils emménageaient demain. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Et je réagis très mal aux exigences. C'est tellement égoïste de ta part. Ce sont tes parents. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, parce que tu continues de les obliger à te sortir des désastres que tu crées toi-même. Combien ont-ils payé cette fois, Madison? 8 cents, silence. Puis, d'une voix plus basse, 75 000. C'était quoi cette fois? Des cartes de crédit. Une entreprise qui a échoué. Des dettes de jeu. C'est compliqué. C'est toujours compliqué avec toi, et ça se termine toujours de la même manière, papa et maman sacrifient tout, pour réparer tes erreurs, pendant qu'on s'attend à ce que je ramasse les morceaux. Pas cette fois. Où sont-ils censés vivre, Ashley? Ils vendent leur maison. Ils n'ont nulle part où aller. Ils trouveront bien une solution. Ce sont des adultes. Peut-être qu'ils pourront s'installer chez toi, puisque c'est toi qui as créé cette situation. Je n'ai pas la place. Je vis dans un appartement d'une chambre. Alors, je suppose que tu devras faire preuve de créativité, car je monte dans un avion pour Portland dans 2 heures, et je ne reviendrai pas, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai également bloqué les téléphones de mes parents. S'ils voulaient me contacter, ils devraient envoyer un email, et je pourrais choisir de les ignorer, à ma guise. Cette réaction était extrême, mais en même temps, tout à fait compréhensible. Vous avez immédiatement choisi de partir. Pensez-vous avoir agi avec clarté, ou sous l'effet de la panique? Il semble que ce soit un peu des deux. Vous connaissiez ce schéma destructeur, mais la rapidité de votre décision montre que vous réprimiez cela depuis très longtemps. Le fait que vos parents aient simplement annoncé leur arrivée est insensé. Pourquoi n'ont-ils pas demandé d'abord? Ils ont probablement toujours supposé que vous diriez oui, alors ils ont complètement sauté cette étape. La culpabilité instantanée de Madison en dit long. Pensez-vous qu'elle s'attendait vraiment à ce que vous régliez tout, encore une fois, ou était-elle simplement paniquée? On dirait qu'elle a l'habitude d'être secourue, elle a donc assumé que vous étiez la prochaine sur la liste. Mentir sur la vente de la maison était une stratégie intelligente, à court terme, mais très risquée. Les heures qui ont suivi ont été un véritable tourbillon d'activités. J'ai appelé ma meilleure amie, Nathalie, la seule personne en qui j'avais confiance pour lui dire la vérité sur ce qui se passait. Tu fais quoi? La voix de Nathalie était incrédule, mais dénuée de tout jugement. Elle connaissait assez bien ma famille pour comprendre. Je pars ce soir. Allez simple pour Portland. J'ai juste besoin que quelqu'un sache où je suis, au cas où il arriverait quelque chose. Ashley, es-tu vraiment sûr de toi? Je veux dire, je te soutiens, mais c'est énorme. Ton travail, ta maison, toute ta vie. Mon travail m'épuise depuis 2 ans. Je postule pour des emplois en télétravail depuis des mois. Je peux travailler de n'importe où. Quant à la maison, j'ai regardé le salon que j'avais peint moi-même, les meubles que j'avais méticuleusement choisis. La maison, je pourrais la louer ou la vendre pour de bon, un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai juste besoin de ne pas être ici, quand ils débarqueront demain, en s'attendant à s'installer. De quoi as-tu besoin de ma part? Peux-tu passer vérifier la maison dans quelques jours? Juste pour t'assurer qu'ils ne sont pas entrés par effraction, ou n'ont rien fait de fou. Je te paierai. Tu ne vas pas me payer. Je m'en occuperai. Et, Ashley, je pense sincèrement que tu prends la bonne décision. Ta famille t'épuise depuis des années. C'est peut-être ce qu'il fallait faire, pour enfin t'en libérer. J'ai donné à Nathalie mes clés de secours et le code de l'alarme, en lui donnant la permission de gérer tout imprévu. Ensuite, j'ai fini mes valises, chargé ma voiture, et je me suis dirigé vers l'aéroport. Le vol de nuit était à moitié vide. J'ai pris une place côté hublot, et j'ai regardé les lumières de la ville s'éloigner sous moi, ressentant, simultanément, de la terreur et une immense libération. Je venais de faire exploser toute mon existence, sur la base d'un simple texto et d'une série de décisions impulsives. Cependant, je venais aussi d'échapper à un piège, qui aurait détruit ce qu'il me restait d'indépendance et de stabilité financière. J'ai brièvement rallumé mon téléphone avant le décollage, pour prévenir Nathalie que j'étais bien arrivé à l'aéroport. L'écran affichait 23 appels manqués, 15 de Madison, et 8 de ma mère. Il y avait aussi une série de SMS que je n'ai pas lus, au-delà des premières lignes visibles sur l'écran de verrouillage,
comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est dévasté, nous t'avons mieux élevé que cela, tu es incroyablement égoïste. J'ai complètement éteint l'appareil, et je l'ai rangé dans mon sac. Il pouvait bien être dévasté, et me trouver égoïste autant qu'il le voulait. J'avais fini de m'immoler par le feu, simplement pour les garder au chaud. Portland était grise et bruineuse, lorsque j'ai atterri à 6h30 du matin. Je n'étais jamais venu dans l'Oregon auparavant. Je n'y avais aucune attache. Je n'avais ni travail, ni appartement qui m'attendait, juste 2 valises et un besoin désespéré d'être n'importe où, du moment que c'était hors de portée de ma famille. J'ai pris un VTC jusqu'à un hôtel près du centre-ville, je me suis enregistré, et je me suis effondré de fatigue pendant 6 heures. À mon réveil, j'ai commandé le service d'étage, et je me suis enfin autorisé à réfléchir à ce que j'avais fait. L'attaque de panique m'a frappé vers 15 heures. Assise sur le lit de l'hôtel, mangeant des pâtes hors de prix, je me suis soudain retrouvé incapable de respirer, alors que l'ampleur de mes décisions s'abattait sur moi. J'avais abandonné ma maison. Mon entreprise allait me licencier, car je ne m'étais pas présenté et n'avais donné aucun préavis pour mon absence du lendemain. Ma famille pensait probablement que je faisais une dépression nerveuse. C'était peut-être le cas. Mais, sous la panique, il y avait autre chose, une sensation beaucoup plus légère, comme si un poids énorme venait de s'envoler. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'attendais pas la prochaine crise familiale. Je n'avais pas besoin de budgétiser un prêt d'urgence que Madison finirait par demander, ni d'anticiper la faveur que mes parents exigeraient. Je ne jouais plus le rôle de la fille responsable, obligée de regarder sa sœur épuiser nos parents, sans jamais faire face à la moindre conséquence. J'étais libre. C'était terrifiant, mais j'étais complètement libre. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à tout reconstruire, de zéro. J'ai trouvé un appartement meublé, loué au mois, dans un quartier tranquille. J'ai postulé à des offres d'emploi à distance, et décroché 3 entretiens en l'espace de quelques jours. J'ai commencé à explorer Portland, découvrant des cafés chaleureux, des librairies fascinantes, et des sentiers à travers des forêts qui faisaient paraître ma ville natale du Midwest bien terne en comparaison. Nathalie m'envoyait des mises à jour par email, une adresse que j'avais débloquée, spécifiquement, pour elle, tes parents sont arrivés chez toi à 11 heures, comme ils l'avaient dit. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, l'ont trouvée verrouillée. Et ont sonné pendant 20 minutes. Ta mère m'a appelé. Je suppose qu'ils ont obtenu mon numéro. Grâce à tes contacts d'urgence. Elle m'a demandé si je savais où tu étais. Je leur ai dit que tu avais déménagé dans l'Oregon pour un travail. Ton père m'a traité de menteuse. Ils sont partis vers 13 heures. Madison est passée chez toi aujourd'hui. Elle a essayé de me faire donner la clé, pour pouvoir inspecter tes affaires. J'ai refusé. Elle a menacé d'appeler la police, et de signaler un cambriolage ou quelque chose du genre. Je lui ai dit de s'en donner à cœur joie. Que j'avais l'autorisation écrite du propriétaire. Elle est partie furieuse. Ta mère m'a rappelé. Elle pleurait, disant qu'ils ne savaient plus quoi faire, que la vente de leur maison était finalisée dans 2 semaines, et qu'ils n'avaient nulle part où aller. Elle m'a demandé si tu avais laissé des informations. Sur ton adresse exacte dans l'Oregon. J'ai dit non. Elle a demandé si j'avais un moyen de te contacter. J'ai dit non. Je suis une très mauvaise menteuse, Ashley. Alors, elle sait probablement que je ne dis pas la vérité, mais je n'ai pas craqué. J'ai envoyé à Nathalie un généreux paiement via Venmo, accompagné d'un mot de remerciement, pour avoir géré mon chaos, tu es la meilleure amie qu'on puisse rêver d'avoir. Elle m'a renvoyé l'argent avec ce message, je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu sois heureuse, et surtout, libre. Reste dans l'Oregon. Construis-toi une nouvelle vie. Ne reviens pas, 2 semaines après mon départ, j'ai reçu ma première offre d'emploi en télétravail. Un poste de rédactrice technique, entièrement à distance, et mieux payé que mon précédent emploi. J'ai accepté immédiatement. Cela ressemble à un point de rupture, qui couvait depuis des années. Vous êtes parti du jour au lendemain. Pensez-vous que c'était la seule façon de briser enfin le cycle, ou juste la méthode la plus rapide? Honnêtement, cela semble extrême, mais on dirait aussi que vous saviez pertinemment qu'un simple « non » ne suffirait pas. Le fait que vos parents se soient présentés de toute façon, prouve bien quelque chose. Pourquoi n'ont-ils pas posé de questions ou confirmé avant de venir? Pour moi, cela signifie qu'ils avaient l'habitude d'ignorer complètement vos limites.
La réaction de Madison est prévisible. Pensez-vous qu'elle vous considérait vraiment comme une personne, ou juste comme une ressource de secours? On dirait que vous étiez sa béquille de sécurité, et non sa famille. Le mensonge concernant la vente de la maison a fonctionné sur le court terme, mais vos parents ont finalement réussi à trouver comment vous envoyer un email. Les messages ont commencé à affluer, environ 3 semaines après mon départ. De maman, Ashley, s'il te plaît, dis-nous où tu es. Nous logeons temporairement chez ta tante Linda, mais ce n'est pas une solution durable. Nous avons besoin de savoir que tu es en sécurité. Nous devons comprendre pourquoi tu nous as abandonnés de cette façon. Je n'ai pas répondu. De papa, ta mère est folle d'inquiétude. Quoi qu'il en soit de ce qui te met en colère, nous pouvons le résoudre. Mais disparaître sans un mot, c'est cruel et immature. Tu nous dois, au moins, une explication. Je n'ai pas répondu. De Madison, je sais que tu penses punir papa et maman, mais en réalité, tu ne fais que prouver à quel point tu as toujours été égoïste. Ils ont tout donné pour toi, et c'est comme ça que tu les remercies, en fuyant quand ils ont besoin de toi. Tu fais pitié. À celui-ci, je n'ai répondu que par 4 mots, la projection est pitoyable. Elle n'a pas renvoyé de mail. Après un mois de silence, ma mère a envoyé un courriel plus long, au ton d'excuses, essayant d'expliquer sa version des faits. Ashley, je comprends maintenant que nous aurions dû te demander, au lieu de simplement t'annoncer que nous emménagions. C'était présomptueux et injuste. Mais tu dois comprendre la situation dans laquelle nous étions. Les créanciers de Madison menaçaient d'entreprendre des poursuites judiciaires. Si nous ne payions pas ses dettes, elle aurait pu aller en prison. Que étions-nous censés faire? Laisser notre propre fille finir derrière les barreaux? L'email continuait en détaillant les nombreux désastres financiers de Madison. Des dettes de cartes de crédit liées à une addiction au shopping, un système de vente pyramidale, MLM, raté dans lequel elle avait massivement investi, et des prêts personnels auprès de prêteurs douteux, qui exigeaient désormais un remboursement avec des intérêts astronomiques. Le total avoisinait en réalité les 90 000 €, et non les 75 000 que Madison avait admis au téléphone. Nous avons vendu la maison, car c'était notre seul bien de valeur. Nous pensions que toi, en tant que notre autre fille, tu comprendrais l'obligation familiale, et que tu nous aiderais dans cette période de besoin. Nous n'aurions jamais imaginé que tu fuirais. Au lieu de prendre tes responsabilités. J'ai enregistré cet email dans un dossier intitulé « Archives familiales » et je n'y ai pas répondu. Ils avaient fait leur choix, privilégier les désastres auto-infligés par Madison, plutôt que leur propre sécurité financière. C'était leur décision, c'était à eux de vivre avec, et non à moi de tout réparer. 3 mois après le début de ma nouvelle vie à Portland, je me suis enfin occupé de la situation de ma maison. J'ai contacté une agence de gestion immobilière, je les ai mandatés pour tout inspecter et photographier, puis j'ai mis le bien en location. La propriété a été occupée en moins de 2 semaines, par un charmant couple de trentenaires, qui en a pris grand soin. Les revenus locatifs couvraient mon prêt hypothécaire, et me fournissaient même un petit coussin de sécurité. J'aurais pu la vendre et couper définitivement les ponts, mais la garder me donnait l'impression de conserver une petite bouée de sauvetage avec mon ancienne vie, juste au cas où cette nouvelle existence ne fonctionnerait pas. Mais la nouvelle vie fonctionnait mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Je m'étais fait des amis, grâce à un groupe de randonnée. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré dans un café, et j'étais sincèrement heureuse, d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis des années. Portland m'allait à merveille, la pluie, la verdure, et la mentalité des gens, qui, eux aussi, étaient souvent venus ici pour se réinventer. Madison a réussi à trouver mon adresse, d'une manière ou d'une autre. Elle a probablement engagé un détective privé, ou convaincu quelqu'un de fouiller dans les registres de propriété. Une lettre est arrivée 6 mois après mon départ, réexpédiée depuis ma maison en location par la société de gestion immobilière. La lettre faisait 8 pages, écrite à la main, et remplie de rage. Madison y exposait tous mes péchés, avoir abandonné la famille, forcé nos parents à vivre dans la pauvreté, ruiner ses chances de reconstruire sa vie, et avoir été égoïste, froide, et indifférente. Elle me tenait pour responsable de la dépression de maman, des problèmes de santé de papa, et de ses propres difficultés financières persistantes. Tu aurais pu aider, écrivait-elle. Tu aurais pu les accueillir seulement quelques mois, le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais au lieu de ça, tu as fui comme une lâche. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que moi, mieux qu'eux. Et maintenant tu l'as prouvé.
Tu accordes plus d'importance à ta précieuse indépendance qu'à la famille. J'espère que tu es heureuse dans l'Oregon, pendant que le reste d'entre nous souffre à cause de tes choix. J'ai lu la lettre une seule fois, puis je l'ai brûlée dans l'évier de ma cuisine. J'ai regardé les pages se recroqueviller, noircir, et se transformer en cendres. J'ai laissé la fumée emporter ses accusations et sa colère. Cependant, elle avait raison sur un point. J'accordais, effectivement, plus d'importance à mon indépendance, qu'à l'acceptation de la dysfonction familiale qui avait défini les 30 premières années de ma vie. Et j'étais heureuse, d'un bonheur sincère, et d'une ampleur surprenante. Un an après ma fuite, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'avais débloqué les numéros de ma famille quelques mois auparavant, pensant que suffisamment de temps s'était écoulé pour que le harcèlement cesse. Je ne reconnaissais pas ce numéro, mais il portait l'indicatif régional de ma ville natale. J'ai décroché. « Bonjour, Ashley. C'est tante Linda. La sœur de ma mère, chez qui mes parents séjournaient temporairement. Bonjour, tante Linda. Est-ce que tout va bien? Je voulais te faire savoir que tes parents vont mieux. Ils ont trouvé un appartement, qu'ils peuvent payer en combinant leur sécurité sociale et la pension de ton père. Ils quittent ma maison le mois prochain. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente qu'ils se soient remis sur pied. Sincèrement. Le ton de Linda s'est fait tranchant, parce que tu les as laissés sans abri, et que cela ne semblait pas te déranger. Ils se retrouvaient sans domicile, lorsqu'ils ont vendu leur maison pour payer les dettes de Madison. Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Ils avaient, malgré tout, besoin d'aide. Ils avaient surtout besoin d'arrêter d'aider Madison. Il y a une énorme différence. Un silence s'est installé. Puis, Linda a soupiré. Tu as probablement raison. Je l'ai vu les manipuler pendant des années. Ce n'était que l'exemple le plus frappant. Mais, Ashley, ce sont tes parents. Ne penses-tu pas que tu leur dois quelque chose? Je leur dois l'enfance qu'ils m'ont donnée, qui a été bonne dans l'ensemble. Mais je ne leur dois pas ma vie d'adulte, ma stabilité financière, ni ma santé mentale. Ils ont fait leur propre choix. J'ai fait les miens. Nous vivons tous avec les conséquences de nos actes. C'est une façon très froide de concevoir la famille. Peut-être. Ou, peut-être, est-ce la seule façon de survivre à une famille qui vous perçoit comme un fonds d'urgence, plutôt que comme un être humain. Linda n'a rien trouvé à répondre à cela. Nous avons parlé quelques minutes de plus, de sujets neutres, puis nous avons raccroché. Je me suis senti mal à l'aise pendant quelques heures, mais je ne ressentais aucune culpabilité. La culpabilité aurait signifié croire que j'avais fait quelque chose de mal, ce qui n'était pas le cas. Je m'étais simplement protégé. Et cela n'a jamais été une erreur, indépendamment de ce que pensait ma famille. Pour rappel, 2 semaines après mon départ, j'avais reçu ma première offre d'emploi en télétravail, un poste de rédaction technique, entièrement à distance, avec un meilleur salaire que mon précédent travail. Je l'avais accepté sans la moindre hésitation. La responsable des ressources humaines, qui m'avait appelé pour me faire la proposition, m'a posé une question, d'un ton désinvolte, sur ma situation professionnelle. Je vois qu'il y a un vide sur votre CV depuis votre dernier poste. Êtes-vous toujours employé là-bas? Non, je suis parti il y a 15 jours. Une urgence familiale m'a obligé à déménager immédiatement. J'espère que tout va bien maintenant. Chaque jour apporte du mieux, ai-je répondu, ce qui était profondément vrai, d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mon nouveau travail a commencé le lundi suivant. J'ai aménagé un bureau à domicile, dans la 2e chambre de mon appartement. J'ai acheté un bureau de bonne qualité, une chaise ergonomique, et je me suis lancé dans mes tâches, avec une intensité qui m'a moi-même surprise. Être productive, être valorisé pour mes compétences, et recevoir un salaire qui était entièrement le mien, sans être destiné à combler des urgences familiales. C'était une véritable révolution. Mon ancienne entreprise a appelé, une semaine après ma disparition. La directrice des ressources humaines, semblant contrariée et confuse, m'a laissé un message vocal. Elle me demandait où j'étais passé, et si j'avais l'intention de revenir ou de démissionner. Je l'ai rappelé pendant sa pause déjeuner, espérant tomber sur sa messagerie. Malheureusement, c'est elle qui a décroché. Ashley, mais où étais-tu passé? Tu as manqué une semaine de travail, sans prévenir personne. Je m'excuse pour ce manque de préavis. J'ai eu une urgence familiale grave,
qui a nécessité une relocalisation immédiate. J'appelle pour démissionner officiellement, avec effet immédiat. Avec effet immédiat? Tu ne peux pas simplement abandonner ton poste. Je comprends que cela soit très contraignant. Je suis tout à fait disposé à vous aider à transférer mes dossiers à distance, si nécessaire, mais je ne retournerai pas au bureau. Il y a eu un long silence. Est-ce que tu vas bien? C'est un comportement très inhabituel de ta part. L'inquiétude sincère dans sa voix a failli briser mon calme soigneusement entretenu. Sarah avait été une excellente supérieure hiérarchique. Elle avait plaidé en ma faveur pour obtenir des augmentations et des promotions. Elle ne méritait pas d'être abandonnée ainsi. Je vais bien. En fait, je vais même mieux que depuis très longtemps. J'avais simplement besoin d'un nouveau départ. Et parfois, cela implique de brûler les ponts très rapidement, avant de pouvoir se convaincre de ne pas le faire. Eh bien, je suis vraiment désolé de te perdre. Tu étais l'une de nos meilleures employées. Je ne reviendrai pas, mais j'apprécie sincèrement vos mots. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Non pas parce que je regrettais mon départ, mais parce que c'était le tout dernier fil qui me rattachait à mon ancienne vie. Et désormais, ce lien était définitivement coupé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, même si je l'avais souhaité. Mais je ne le souhaitais pas. C'était ça, la partie la plus surprenante. Certaines choses me manquaient, bien sûr, mon café préféré, le sentier de promenade près de mon ancienne maison, et la familiarité rassurante d'une vie que j'avais mis des années à construire. Cependant, je ne regrettais absolument pas l'anxiété constante, me demander quand frapperait la prochaine crise familiale, savoir qui aurait encore besoin d'argent, ou quelle urgence m'obligerait à tout laisser tomber. Mon premier chèque de paie de ce nouvel emploi est arrivé sur mon compte bancaire, et j'ai fixé la notification de dépôt pendant 1 minute entière. C'était de l'argent qui m'appartenait, complètement et totalement. Personne ne savait combien je gagnais désormais. Personne ne pouvait calculer combien je pouvais leur donner. Personne ne pouvait me faire culpabiliser d'avoir des économies, pendant qu'ils luttaient pour joindre les deux bouts. J'ai ouvert un nouveau compte, dans une coopérative de crédit locale. J'y ai transféré tous les fonds de mes anciens comptes, puis je les ai fermés. Si ma famille réussissait, par un quelconque moyen, à accéder aux informations de mes anciennes banques, ils n'y trouveraient absolument rien. Un autre lien était définitivement rompu. De son côté, Nathalie m'envoyait des nouvelles, qui dépeignaient une situation de plus en plus chaotique chez moi. Tes parents ont conclu la vente de leur maison hier. Ils ont déplacé la majorité de leurs affaires dans un garde-meubles. Et ils vivent actuellement chez Linda. Ton père a l'air d'avoir vieilli de 10 ans, Ashley. Ta mère n'a fait que pleurer pendant tout le processus de déménagement. Madison est apparue pour aider, mais en réalité, elle a juste pris un tas de meubles pour son propre appartement. Prétendant qu'elle les méritait bien, puisque c'est elle qui traverse une période difficile. Linda m'a rappelé. Elle est à bout de nerfs à cause du séjour de tes parents chez elle. Apparemment, ton père n'arrête pas de faire des remarques sur l'immense déception que tu es devenue. Il répète qu'ils t'ont mieux élevé que ça. Et que la famille devrait toujours passer en premier. Linda a fini par exploser, et lui a dit que s'il avait mis un frein au comportement de Madison des années plus tôt, au lieu de tout lui céder. Rien de tout cela ne serait arrivé. Il ne lui a pas adressé la parole depuis 3 jours. Ils vivent dans sa propre maison, dans un silence profondément hostile. Grande nouvelle. Madison a été expulsée de son appartement. Quelle surprise! Elle n'avait pas payé son loyer depuis 3 mois. Elle a demandé à tes parents de régler la dette, et ils ont refusé, arguant qu'il ne leur restait plus un centime. Elle a fait une crise monumentale. Et les a accusés de t'avoir choisi à sa place. Ta mère a souligné que tu n'étais même pas là. Et Madison a rétorqué que c'était précisément la question, tu les as abandonnés, ils devraient donc avoir de l'argent pour l'aider, elle. La logique ne tient pas debout. Mais, quand Madison a-t-elle déjà fait preuve de logique? Madison loge maintenant chez son petit ami intermittent, Trevor. Tu te souviens de lui? Le type qui vit à ses crochets depuis des années. Apparemment, il lui a dit qu'elle ne pouvait rester que si elle payait la moitié du loyer. Elle n'a pas cet argent? Alors elle fait des petits boulots non déclarés, et elle est à découvert chaque mois. L'ironie de la voir dans la situation exacte où elle a mis tes parents, semble lui échapper complètement. Je lisais ces mises à jour avec un étrange détachement.
C'étaient des personnages d'une histoire dont je faisais partie autrefois, et non des personnes dont les problèmes nécessitaient mon intervention. C'était comme regarder une série télévisée, dans laquelle je m'étais beaucoup investi par le passé, mais dont je me serais finalement lassé. Ma vie à Portland a continué de s'épanouir. J'ai rejoint un club de lecture, dans une librairie indépendante locale, et j'y ai rencontré des gens qui ne savaient absolument rien de mon drame familial. Quand on m'interrogeait sur mes origines, je donnais la version éditée, j'ai grandi dans le Midwest, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise pendant un moment, j'ai décidé que j'avais besoin de changement, et j'ai déménagé ici pour prendre un nouveau départ. Personne n'insistait pour avoir les détails sordides. Portland regorgeait de gens venus chercher une nouvelle vie. Mon histoire n'avait rien d'inhabituel. J'ai rencontré Devon, lors d'une réunion de mon groupe de randonnée, 3 mois après mon arrivée. Il était ingénieur logiciel, et avait déménagé de Californie vers Portland, 2 ans plus tôt. Lui aussi fuyait un drame familial, dont il ne donnait pas les détails. Nous nous sommes rapprochés, en tant que réfugiés de nos passés respectifs, et grâce à notre amour commun pour flâner dans les librairies les jours de pluie. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a posé des questions sur ma famille. Tes parents ou tes frères et sœurs viennent-ils te rendre visite? Non, nous ne sommes pas en contact. C'est assez compliqué. La famille, ça l'est souvent. Mes parents ne m'ont pas adressé la parole depuis 18 mois, car j'ai refusé de prêter de l'argent à mon frère, pour sa 6e entreprise vouée à l'échec. Comment as-tu réussi à surmonter la culpabilité, lui ai-je demandé. Principalement avec l'aide d'une thérapie, et en réalisant que je ne suis pas responsable de résoudre des problèmes que je n'ai pas créés. Mon frère a 40 ans. S'il ne peut pas comprendre comment faire fonctionner une entreprise après 6 tentatives, il devrait peut-être chercher un emploi normal, au lieu d'attendre que la banque familiale continue de financer ses fantasmes d'entrepreneur. Qu'ont dit tes parents, quand tu as refusé? Que tu étais égoïste? Que la famille s'entraide toujours? Que tu regretterais de choisir l'argent plutôt que les relations humaines? Exactement. Le chantage émotionnel typique. Et, est-ce que tu regrettes? Devon est resté silencieux un moment, considérant ma question avec beaucoup de sérieux. Parfois, je regrette la perte de la relation que j'aurais aimé avoir. Mais je ne regrette jamais de m'être protégé, contre la relation que nous avions réellement. Il y a une énorme différence. Cette conversation a changé quelque chose en moi, profondément. Je portais encore une légère culpabilité concernant mes parents, ayant l'impression d'avoir peut-être réagi de manière démesurée. Peut-être aurais-je dû leur parler, avant de disparaître dans la nature. Mais le raisonnement de Devon m'a beaucoup aidé. Je ne regrettais pas de m'être protégé, contre la relation que nous avions réellement. Mes parents voulaient une fille qui sacrifie sa stabilité, pour réparer leurs propres erreurs. Moi, je voulais des parents qui ne me mettraient jamais dans une telle position. Nous voulions des choses totalement incompatibles, et mon départ a été la seule façon de résoudre cette incompatibilité. Plusieurs mois après ma fuite, j'ai finalement répondu à l'un des courriels de ma mère. Non pas par obligation, mais parce que j'étais enfin assez stable émotionnellement, pour interagir avec elle, sans me laisser aspirer à nouveau dans leur orbite. Maman, je suis en sécurité, et je vais très bien. Je comprends que tu sois déçue par mes choix, mais ils étaient nécessaires pour mon propre bien-être. Je ne reviendrai pas, et je ne fournirai aucun soutien financier. J'espère que toi et papa trouverez un logement stable. Et que vous découvrirez une voie durable pour l'avenir. Je ne suis pas la solution à vos problèmes, et je n'aurais jamais dû être considéré comme tel. Prenez bien soin de vous, Ashley. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Un long email, rempli de douleur, d'accusations, et de supplications pour que je reconsidère ma décision. Je l'ai lu une seule fois, puis je l'ai archivé sans répondre. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Un engagement supplémentaire ne ferait que relancer le cycle destructeur. Madison a tenté une approche complètement différente. Elle a créé une fausse adresse email, et s'est fait passer pour une amie commune du lycée, me demandant si je voulais reprendre contact. Son style d'écriture l'a trahi instantanément. Madison n'a jamais su dissimuler sa façon si particulière, et agressive, de demander de l'attention. Je lui ai répondu, Madison, je sais que c'est toi. Arrête d'essayer de te frayer un chemin de retour dans ma vie par la manipulation. Je ne te donnerai ni argent, ni information, ni aucun accès à moi. Passe à autre chose. Elle n'a pas répondu par email, mais elle a publié une longue diatribe sur Facebook.
Elle y fustigeait les frères et sœurs ingrats, qui abandonnent leur famille dans le besoin. Plusieurs connaissances communes ont laissé des commentaires de soutien, sans connaître toute l'histoire. Je n'ai pas interagi avec la publication, et je n'ai pas cherché à corriger sa version des faits. Je les ai laissés croire ce que Madison voulait bien leur raconter. L'opinion de ces gens n'avait plus aucun impact sur ma vie. Mon bail locatif se terminait, 6 mois après mon arrivée à Portland. Au lieu de le renouveler, j'ai commencé à chercher une maison à acheter. J'ai utilisé le capital de mon bien immobilier en location dont la valeur avait bien augmenté, et dont les locataires remboursaient mon prêt, pour payer la compte d'un petit bungalow de style craftsman, dans un quartier calme. Le jour où j'ai signé l'acte de vente de la maison, je me suis assise sur les marches du porche, et j'ai fondu en larmes. Des larmes de joie, cette fois. Cette maison m'appartenait, d'une manière que la précédente n'avait jamais pu faire. Dans mon ancienne demeure, j'avais toujours eu l'impression d'être à la merci d'une invasion, comme si ma famille pouvait débarquer à tout moment pour revendiquer mon espace. Cette nouvelle maison se trouvait dans une ville dont ils ignoraient l'adresse, dans un état qu'ils n'avaient jamais visité, et bien à l'abri, derrière les limites que j'avais enfin appris à imposer. Nathalie a pris l'avion pour venir m'aider à emménager, apportant avec elle des cadeaux de pendaison de crémaillère, et un précieux soutien moral. Nous avons passé le week-end à peindre les murs, accrocher des rideaux, et monter des meubles IKEA, tout en buvant du vin et en éclatant de rire. Tu as l'air vraiment différente, a remarqué Nathalie, pendant que nous assemblions une bibliothèque particulièrement légère. C'est comme si tu ne portais plus tout le poids du monde sur tes épaules. Je ne porte plus leur poids, à eux. Il s'avère que c'était la plus lourde charge. Est-ce que tes parents te manquent? Je veux dire, pas Madison, bien sûr. Les parents que je croyais avoir, quand j'étais plus jeune, me manquent. Ceux qui, je le pensais, me protégeraient et me soutiendraient inconditionnellement. Mais ces parents-là n'ont jamais existé, car leur amour a toujours été conditionnel. Et la condition principale, c'était que je fasse passer les besoins de Madison bien avant les miens. Donc non, je ne regrette pas les parents que j'ai réellement eus. C'est incroyablement triste, mais aussi incroyablement sain. De la même façon, le processus de guérison est souvent étrange. Pour mon premier Noël à Portland, j'ai été invité à la réunion de famille de Devon. Ses parents organisaient l'événement, malgré le désaccord persistant avec son frère, et Devon voulait que je sois là pour le soutenir moralement. Tu n'es pas obligé de venir, si c'est trop lourd à gérer, m'a-t-il dit. Je sais que les affaires familiales sont compliquées pour toi. Est-ce que ton frère sera là, ai-je demandé. Non, il est interdit de séjour, après avoir essayé de voler les bijoux de ma mère pour les mettre au clou, afin de financer son entreprise l'année dernière. Dans ce cas, je viendrai avec plaisir. J'aimerais beaucoup rencontrer ta famille. Le rassemblement fut en petit comité, et étonnamment fonctionnel. Les parents de Devon étaient chaleureux et très accueillants. Sa sœur s'est montrée drôle et gentille, et personne ne m'a posé de questions intrusives sur mes origines ou ma propre famille. À un moment donné, la mère de Devon a mentionné à quel point ils étaient heureux de ma présence, soulignant que Devon semblait plus épanoui qu'il ne l'avait été depuis des années. Il ne porte plus autant de stress, a-t-elle confié. Je crois que tu lui fais beaucoup de bien. Je pense que nous nous faisons du bien mutuellement. Nous comprenons les limites de l'autre. Elle a souri, d'un air entendu. Les limites sont primordiales. Si seulement nous avions appris cela à notre fils plus tôt. Peut-être que les choses auraient tourné différemment. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont vos enfants évoluent, ai-je répondu doucement. Vous ne pouvez contrôler que la manière dont vous réagissez à leurs choix. C'est une parole très sage, et en même temps, si difficile à mettre en pratique. J'apprends encore vraiment à l'appliquer avec ma propre famille. Après le dîner, Devon et moi avons marché dans le quartier de ses parents, admirant les décorations de Noël. Merci d'être venu ce soir, m'a-t-il dit. Je sais que cela a probablement été bizarre pour toi, de te retrouver dans une réunion de famille, après tout ce qui s'est passé avec la tienne. C'était agréable, en réalité. On dirait que ta famille s'apprécie vraiment, la plupart du temps. Nous avons aussi nos dysfonctionnements, juste avec une saveur différente de la tienne. La famille de tout le monde est dysfonctionnelle à sa manière. La vraie question, c'est de savoir s'il s'agit d'une dysfonction gérable, ou de celle qui finit par vous dévorer tout entier. Et la tienne était du genre à te consumer. Oui, mais je m'en suis sorti, avant d'être complètement dévoré.
Nous avons marché dans un silence confortable, pendant un long moment. Puis, Devon a repris la parole, « Je suis vraiment heureux que tu aies atterri à Portland. Je suis ravi que tu sois monté dans cet avion, pour tout recommencer. » Moi aussi, ai-je murmuré. C'est la meilleure décision impulsive que je n'ai jamais prise. Cette dernière partie montre véritablement la différence, entre le simple fait de fuir, et celui de construire quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas fait que vous enfuir, vous avez rebâti votre vie. Vos parents s'attendaient à emménager, sans même demander. Vous ont-ils un jour considéré comme une adulte indépendante, ou seulement comme un plan de secours? On dirait qu'ils n'ont jamais mis à jour la façon dont ils vous percevaient en grandissant. Votre décision de partir instantanément, était-ce du courage ou de la fuite? Honnêtement, je pense que c'était un peu des deux. Mais dans votre cas particulier, la fuite était peut-être la seule façon d'imposer, enfin, une limite stricte. Quant à Madison, qui vous rend responsable de tout, pensez-vous qu'elle le croit vraiment, ou a-t-elle simplement besoin d'un bouc émissaire? Mon avis, à un certain niveau, elle connaît la vérité, mais vous blâmer est tellement plus facile que d'assumer la responsabilité de ses actes. 2 ans après ce fameux texto qui a tout bouleversé, je vivais une existence que je n'aurais jamais cru possible. Mon travail à distance m'avait valu une promotion. J'avais acheté une jolie petite maison à Portland. Et surtout, je l'avais achetée avec une hypothèque uniquement à mon nom, dans une ville où ma famille ne pourrait jamais passer à l'improviste. J'étais engagé dans une relation sérieuse avec un homme qui respectait mes limites, et qui ne considérait pas que les obligations familiales justifiaient d'accepter l'abus. Madison continuait d'envoyer des emails occasionnels pour tenter de renouer le contact, généralement pendant les fêtes de fin d'année, ou lorsqu'elle avait désespérément besoin d'argent. Je n'y ai jamais répondu. Mes parents envoyaient des cartes d'anniversaire à ma maison en location, car ils ignoraient toujours mon adresse exacte à Portland. Ces cartes contenaient des messages génériques, et ne mentionnaient jamais la rupture entre nous. Je n'y répondais pas non plus. Nathalie a pris l'avion pour me rendre visite, lors d'un long week-end, afin de découvrir ma nouvelle vie. Nous avons fait une magnifique randonnée dans les gorges du fleuve Columbia. Nous avons bu un peu trop de vin dans un vignoble, et nous sommes restés éveillés très tard, discutant de tout ce qui s'était passé. « Est-ce que tu regrettes, parfois ?» m'a-t-elle demandé. « D'avoir tout quitté de cette manière. » Parfois, je regrette la manière dont j'ai procédé. Les mensonges concernant la vente de la maison, ce vol dramatique en plein milieu de la nuit. Mais le fait de partir? Absolument jamais. Ce texto a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Si j'étais resté, si je les avais laissés emménager, je serais encore là-bas, en train de me noyer dans leurs problèmes. Je continuerais de croire qu'être une bonne fille signifie se sacrifier, pour des personnes qui ne feraient jamais la même chose pour moi. Que penses-tu qu'il se serait passé, si tu étais resté? J'y ai réfléchi quelques instants. Il s'y serait installé temporairement. Madison aurait suivi le mois d'après, car elle aurait été expulsée, ou aurait prétendu avoir besoin d'un endroit où rester juste pour quelques semaines. J'aurais fini par subvenir aux besoins de 3 personnes adultes, pendant qu'elle ne ferait aucun effort pour changer la situation. Mes économies se seraient évaporées, ma santé mentale se serait effondrée, et, finalement, j'aurais probablement perdu la maison de toute façon, car je n'aurais pas eu les moyens d'entretenir 4 adultes avec un seul salaire. Alors, tu t'es sauvé toi-même? Je me suis sauvé, et tout le monde va bien. Maman et papa ont un appartement. Madison est toujours Madison. Elle continue de semer le chaos, et de trouver des pigeons pour la sortir d'affaire. Le monde ne s'est pas effondré. Simplement parce que j'ai refusé d'être la victime expiatoire de la famille. Nathalie a levé son verre de vin, en portant un toast à se sauver soi-même, au vol aller simple, et au nouveau départ. J'ai trinqué avec elle, à la liberté. Mes parents m'ont envoyé un texto, à 20h47 un mardi soir, pour m'annoncer qu'ils avaient vendu leur maison pour payer les dettes de ma sœur, et qu'ils emménageaient chez moi le lendemain. J'ai répondu que, moi aussi, j'avais vendu la mienne, et j'ai réservé un vol aller simple pour la côte ouest. 15 minutes plus tard, ma sœur appelait en hurlant, et je lui ai dit la vérité qu'elle refusait d'entendre, sa crise n'était pas mon urgence, ses choix n'étaient pas ma responsabilité, et sa culpabilité n'était pas mon fardeau. Ensuite, j'ai raccroché, je suis monté dans cet avion, et j'ai construit une existence où je pouvais enfin être une personne à part entière, au lieu d'être une simple solution aux problèmes des autres. 2 ans plus tard, je ne regrette pas une seule seconde. Ni mon vol impulsif,
ni les ponts que j'ai brûlés derrière moi, ni les membres de ma famille qui me considèrent comme une personne froide et égoïste. Car je suis heureuse. Profondément, et sincèrement heureuse. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle prétendue obligation familiale. Ils voulaient que je les sauve des conséquences de leurs actes. Au lieu de cela, je me suis sauvé des décombres de leur propre choix. C'est, sans aucun doute, la meilleure décision que j'ai jamais prise.